Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc faire le post-mortem du jeu The Cyan View sur lequel j'ai travaillé les 4 dernières années quasiment. Je m'appelle Agnès Vuillaume, Clément, c'est mon pseudo, c'est Clément. J'ai réalisé des études dans la bio, l'informatique et les arts plastiques. Après, j'ai fait le métier d'informaticienne et d'artiste peintre, et j'ai exercé vraiment beaucoup de postes dans l'informatique de gestion à la base, de la hotline au dev, au test et à la gestion de projet. J'ai eu mon premier ordinateur à 5 ans, à l'époque c'était très cher, et à 9 ans j'ai fait mon premier programme informatique. Tout ça pour vous dire que ce parcours atypique m'a rendu le fait d'être développeur solo plus facile, parce que je connaissais différentes facettes de la création d'un projet informatique et le côté graphisme aussi. Mes passions étant le dessin, la peinture et les arts visuels, j'avais fait beaucoup de graphisme aussi en dehors de mon travail. J'adore le Japon, l'art et la culture japonaise. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. La biologie aussi, la psychologie, tout ce qui tourne autour de l'être humain, de comment les gens pensent, voilà. Et l'informatique et la robotique. Et toutes ces passions en fait se retrouvent dans le lore du jeu. Ça m'a permis de créer la narration du jeu en fait. Voilà. J'aurais bien voulu être comme ce monsieur Boris Vallejo, être peintre d'Heroic Fantasy. La vie m'a fait passer par un parcours tout à fait différent. Et à 38 ans, je me suis dit, je veux raconter une histoire, comment est-ce que je peux faire ? Je connais bien l'informatique, je connais bien la technique, je connais la gestion de projet, je connais le graphisme, et bien faire un jeu vidéo, ça paraît un médium adapté à raconter cette histoire. Je vais ensuite démarrer sur comment ça s'est passé pour le jeu. Alors, le jeu, c'est un point and click, un jeu d'aventure en pixel art rétro, qui se déroule dans un univers dystopique, cyberpunk, où vous jouez une cyberpolicière qui a été remplacée par les robots dans la police et du coup qui s'ennuie un peu dans son travail. Et pour le jeu, vous allez tomber sur un moment de sa vie où tout change dans sa vie et bien sûr il se passe une histoire intéressante. Le jeu est sorti en octobre 2021 sur Steam, version Windows et Linux, sur Itch.io, donc sur PC, et puis aussi sur Switch. C'est un jeu qui se déroule en 4 à 5 heures de jeu, qui est écrit en français et qui a été traduit en anglais et en allemand. Je vous présente un exemple d'écran pour vous montrer. C'est un jeu classique de point and click. Vous avez un inventaire en haut, vous pouvez prendre des objets, les combiner entre eux, les utiliser sur l'écran, vous pouvez dialoguer avec les personnages. Vous avez quelques écrans spécifiques qui vous permettent d'avancer dans le jeu avec des notes, une to-do list, et puis un intercom qui permet de parler à d'autres personnages, et des petits mini-jeux pour chercher les Space Invaders dans les écrans, par exemple, pour augmenter un petit peu le fun du jeu. Je vais vous passer une petite vidéo pour que vous voyez un petit peu mieux le style des écrans du jeu. Alors ça, c'était pour voir un peu le style du jeu, pas vraiment comment on y joue, parce que de toute façon, jouer un point and click, c'est pas très vendeur au niveau des mots. Et je vais attaquer maintenant comment le projet s'est passé. Au début, j'avais déposé une démo sur GameJolt, Itch.io, IndieDB, IndieExpo, des petits sites de démo. J'avais un Facebook, un Twitter et un site sur Tumblr.
Et à ce moment-là, je travaillais à mi-temps en tant que développeuse web et à mi-temps sur le jeu. Et je me suis dit, faudrait voir si le jeu peut se vendre et si je peux me lancer là-dedans. Et j'ai décidé de réaliser un Kickstarter. Je l'ai fait un Kickstarter sans communication, à savoir que les jeux d'aventure sur Kickstarter se vendent pas bien en général. C'est plutôt les RPG. Et le Kickstarter a été financé à 50%. En général, c'est 0 ou 100. Les 50%, ça me disait qu'il y avait éventuellement des personnes intéressées, parce qu'effectivement, des personnes que je ne connaissais pas, des Américains, qui étaient super intéressés, parce que c'est un jeu de niche et que ça intéressait de voir le projet se réaliser. C'est à partir de ça que je suis entrée à l'incubation de la Pleine Image. Le projet a aussi été accéléré par SpeedFabric, qui m'a été conseillé par Edouard, qui est là. Et Gamine m'a soutenu dans le projet. Le jeu a aussi été cofinancé par Pictanovo et par la région Hauts-de-France. Ça, c'est pour les grandes lignes. Et je vais vous décrire un petit peu plus en détail comment ça s'est passé. Alors, le Kickstarter, c'était en 2018, septembre 2018. Je travaillais déjà donc à mi-temps depuis 2017 un petit peu sur le jeu. Voilà. Avant, j'avais aussi réalisé des petits jeux mobiles pour quand même savoir comment faire un jeu vidéo. Je ne me suis pas tout de suite lancée sur un gros projet comme ça, sans savoir rien du tout du jeu vidéo. En 2018, le Kickstarter. Ensuite, l'incubation arrive un an plus tard, en 2019. J'ai aussi participé à un concours de pitch qui s'appelait Proto Pitch. Ça, c'est arrivé avec l'incubation, en fait. J'ai connu ce type de concours par le biais de la Pleine Image. Et c'est un concours qui vous permet de pitcher. Et j'ai aussi obtenu de la formation gratuite au pitch, qui permet de pouvoir présenter son jeu. Parce que c'est vrai que la technique, c'est bien. Mais quand on ne sait pas se présenter son jeu, c'est compliqué de le vendre aux gens. Donc j'ai suivi ce cursus. Ça m'a pris pas mal de temps. Je suis entrée en SpeedFabric, dans l'accélérateur SpeedFabric en avril 2020, au tout début de la période Covid. Donc du coup, ça a été... en visio. Le premier meeting de SpeedFabric a été en Allemagne, parce que c'est un accélérateur franco-allemand. Mais ensuite, tout s'est passé en visio, mais bon, ça s'est passé quand même. Et ensuite, en mai-juin 2020, qu'est-ce qui était prévu? C'est-à-dire que là, je vous parle d'un Kickstarter, d'une incubation. Je n'avais pas encore défini complètement les dates, la release, ce genre de choses. Ça avançait comme ça avançait. J'apprenais, je faisais, etc. Et en mai-juin 2020, est prévue la création du studio en septembre 2020 pour pouvoir déposer un dossier chez Pictanovo en octobre 2020. Ça s'est passé comme prévu. Difficile parce que la création de la société s'est passée l'été. En août, c'est pas terrible de créer une société, mais bon, ça s'est passé quand même. Et ensuite, ce qui était prévu, c'était la sortie du jeu pour printemps 2021. Alors ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Bizarrement. Je fais un petit encart sur le montant du jeu. J'ai déposé un projet chez Pictanovo d'un montant de 90 000 €, avec 40% en développement, 30% en sous-traitance et 20% en commercialisation à peu près. Alors pourquoi la différence entre 90 000 € et 75 000 €? C'est parce qu'il y a aussi un apport de 10 000 € en nature. Tout ce que j'avais fait avant a été apporté en nature. Et on trouve un total de développement avec 40% à peu près du montant, sous-traitance 30%, donc à peu près OK. Et bon, par contre, au niveau de la commercialisation, j'ai dépensé plus en pourcentage. Pourquoi je vous ai mis aussi 75 000 plus 30 000 €? Parce qu'en fait, l'apport en nature a été estimé à 10 000 €, mais bon, je pense que c'était plus 30 000 €. Et tout ça pour vous dire que
finalement, c'est le même montant qu'un petit jeu avec une équipe. Je l'ai fait en tant que solo dev, mais ça coûte pas forcément moins cher en fait. C'est juste que ça prend plus de temps. Alors, pourquoi est-ce que je suis restée solo dev ? Je me suis beaucoup posé la question. Je me demandais si c'était parce que je ne savais pas déléguer, parce que j'adorais tout faire, un peu de tout ça, parce que c'était plus facile à gérer. Non, pas vraiment. Et en vrai, bon, j'en sais rien. J'ai essayé de faire venir des gens avec moi, d'avoir des associés, mais bon, voilà. Faire rentrer quelqu'un en cours de développement, en cours de projet, c'est beaucoup plus compliqué que de partir ensemble à la base. Donc voilà, je suis restée toute seule jusqu'à la fin. Pas vraiment toute seule, on le verra après. Hein. L'avantage d'être solo dev, c'est qu'on a une bonne vue d'ensemble sur le projet. Alors ça, c'est vraiment pratique. Hein. On connaît son rythme, on connaît son planning, on sait comment on travaille au niveau technique, j'entends. Donc ça, c'est pratique. On sait à peu près combien de temps il faut pour réaliser les tâches. On travaille plus vite parce qu'on n'a pas besoin de discuter avec d'autres gens pour exprimer ses idées, pour leur expliquer comment faire, pour voir avec eux. Les décisions se prennent seules, donc ça c'est un avantage parce qu'on ne se frite pas non plus avec ses associés pour savoir si on va faire ça ou ça. Ça c'est pas mal. On ne peut pas s'engueuler avec soi-même, c'est difficile. Ça a aussi des inconvénients d'être solo dev, c'est qu'effectivement les décisions se prennent seules. Et voilà, quand on est seul, on a moins de recul et on ne sait pas forcément prendre les décisions, c'est compliqué. Enfin, on sait prendre les décisions, on est bien obligé, mais c'est pas forcément évident de prendre les décisions seul. Il y a aussi le fait que je pense que c'est possiblement moins crédible auprès des éditeurs d'être solo dev, parce que j'ai eu une réponse revenez plus tard quand vous aurez montré que vous savez faire. Donc ça veut dire un peu on n'est pas sûr que vous savez faire, voilà. Et il y a le manque de temps. C'est-à-dire que pour la petite histoire, j'avais un community manager, je travaillais avec un community manager qui était à Mexico, qui commençait ses journées de travail à 9h chez lui, 16h chez moi. Et du coup, on faisait les réunions de 16h à 17h. Puis après, il me demandait d'envoyer des trucs, il me posait des questions. Et souvent, la journée de travail, ça finissait à 22h. Et même à 23h, où je lui disais, bon bah là, j'aimerais bien aller dormir. Ce serait sympa. Bon, c'était pas tous les soirs comme ça, heureusement. Et pour la release, c'est comme tout projet, c'est assez compliqué la release, on travaille beaucoup, et là c'est non-stop pendant un mois avant la release, un mois après la release, c'était 10-12 heures par jour, tout le temps. Heureusement, je n'étais pas toute seule. Parce que finalement, j'ai eu beaucoup d'aide des coachs de la Pleine Image, de Spielfabrik, des conseils aussi des autres studios incubés avec moi à la Pleine Image. Ça, c'était super important dans le développement du jeu, de travailler avec d'autres gens qui ont les mêmes problématiques et qui donnent des trucs, des idées, des infos. J'avais la famille, les amis, ça c'est super important aussi pour arriver à faire un projet. Pardon. C'est d'être soutenu par son entourage. Ils m'ont aussi aidé à réaliser les playtests, les tests. Et puis au niveau du soutien, j'avais aussi des fans, des joueurs qui étaient là pour dire ouais, on a envie que le jeu il sorte, ça c'est super sympa aussi et ça aide à continuer, à arriver au bout. Il y a Fabrice Baccar aussi qui a été prestataire en game design et qui a fait le portage Switch du jeu, mais pour qui j'avais réalisé les graphismes de son jeu à lui et qui m'a apporté aussi beaucoup de conseils et beaucoup d'aide en dehors de la prestation. Merci, c'est gentil. Comme prestataire, on a eu aussi Lamakian Sam Senesina qui a fait les key art du jeu, Florian Griveau qui a fait le sound design et un peu de musique. Je vous dis tous les prestataires parce que finalement, je n'ai pas du tout été toute seule en vrai, finalement. Play in Lab, c'est la société qui a fait les tests. Elle a fait les playtests Switch et puis des tests QA. Alors là-dessus, c'était bien qu'ils fassent des tests parce que ça faisait du test en masse, enfin beaucoup de tests. Par contre, ça n'exempte pas de faire les tests soi-même. Parce qu'en vrai, ce sont les développeurs qui connaissent leur jeu, qui savent
qui savent où ça va bloquer. Ça, on sait les chemins qu'on ne peut pas prendre, surtout dans un jeu narratif. Vous avez des chemins qui risquent de bloquer. Vous savez qu'en passant par là, il faut avoir tel objet, ça. Playlab ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas tester ça. Donc on a travaillé ensemble en fait. Et j'ai aussi fait beaucoup de tests. Et sinon, je travaillais avec Player2, qui est une agence de relations presse et qui a fait aussi un peu de community building et quelques étudiants de Discom. Et pour ce qui est de Player2, tout à l'heure, je vous avais dit que j'étais partie sur Facebook, Twitter, Tumblr, tout ça. Bon, alors, ils m'ont fait changer, ils ont gardé Facebook et Twitter. Par contre, ils m'ont fait créer un compte sur Instagram. Enfin, ils ont créé un compte sur Instagram, puisque c'est eux qui faisaient la plupart de la com. Ils m'ont fait faire 2 amas sur Reddit, que je ne savais même pas ce que c'était qu'un amas, donc c'était sympa. Je répondais aux questions des joueurs, et puis ils pouvaient me poser n'importe quelle question, et puis je répondais. Donc ça, c'était bien, puis ça fait vivre en fait la communication avec les joueurs. Et puis, ils m'ont fait créer aussi, ils ont créé certains textes, et ils m'ont fait amener des assets pour mettre sur les news Steam. Ça, j'aurais pas du tout pensé. Et en fait, les news Steam, c'est un bon moyen de communiquer avec les joueurs aussi. Donc j'ai appris pas mal de choses de tous ces gens-là. Alors, ça, c'était les grandes lignes du projet. En mode... voilà, c'était easy, on est avancé, on a commencé, on a continué, on a fini. Mais en vrai, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Quand je suis rentrée à l'incubation, l'objectif c'était, surtout montrer mes connaissances, avoir de la notoriété, faire un premier jeu, pour après pouvoir faire un deuxième jeu. Parce que je pensais que le premier jeu, ça n'allait pas se passer forcément hyper bien, mais qu'une fois j'aurais montré que je savais faire, le deuxième jeu serait mieux accepté en fait. Mais je m'étais quand même mis l'objectif de faire 5000 ventes. Je m'étais dit, si je fais 5000 ventes avec ce jeu, je continue, c'est sûr. Si je ne fais pas 5000 ventes, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Donc ça, c'était les objectifs principaux. Pas trop haut, histoire de dire... voilà, où est-ce que je vais, et à la fin, si j'ai atteint, est-ce que j'ai atteint mon but? Après, les autres buts qui étaient très intéressants, c'était bien sûr de financer le jeu, parce que voilà, on ne mange pas d'amour et d'eau fraîche en fait. Trouver un éditeur qui m'aurait éventuellement aidé dans le financement du jeu, et surtout dans le marketing et la com, et avoir une équipe de 2-3 personnes, net de 3, ça aurait été super. Donc à la base, l'idée, c'était pas forcément d'être développeuse toute seule. Après, je suis passée, donc je vous ai dit, par le pitch, l'apprentissage du pitch que j'avais pas du tout prévu. Donc j'ai passé des mois en fait à apprendre à pitcher le jeu, et après avoir appris à pitcher le jeu pour pitcher à des éditeurs. J'ai recherché les éditeurs, ça m'a pris un certain temps. La recherche de financement, tout ça, j'avais pas du tout prévu au début. J'avais prévu que le planning tech, en fait, que le projet tech. Et puis, on va dire vaguement, ça va me prendre à peu près tant de temps de faire ça, mais j'avais prévu trop court. Et puis surtout, comme je ne savais pas faire, j'avais prévu complètement au hasard. Bon, après, c'est souvent dans les projets qu'on prévoit au hasard, hein, mais là, c'était vraiment très, très au hasard. La société a monté. C'est pas énormément de temps, mais c'est du stress et du temps que je n'avais pas du tout prévu. Alors la com, j'avais pas du tout prévu. Hein, bon. Et préparer des vidéos, j'ai fait par exemple un dev diary, une vidéo commentée de ma vie de dev, des vidéos commentées de gameplay. Pour faire des vidéos, pour faire de la com, ça prend énormément de temps. Donc j'avais quelqu'un pour faire la com. On avait Player2 qui faisait la com. Mais moi, il fallait que je produise en fait des assets, il fallait que je produise des vidéos, il fallait que je produise des graphismes, tout ça, j'avais absolument pas... j'avais prévu un peu de temps, mais je savais pas combien de temps ça prenait. Et puis, les événements, les salons où on présente les démos,
En fait, vous avez un salon de 2 jours, vous restez 2 jours, mais en fait, il faut le prévoir avant, il faut que la démo elle marche. La démo, vous la remettez à jour par rapport à comment vous avez avancé dans le projet. Enfin voilà, c'est toutes des choses que je ne savais pas, je n'avais pas non plus envisagé. Et avec tout ça, il y a un moment où je me suis retrouvée avec le pitch, la recherche d'éditeur, tout ça, à 6 mois, sans faire de prod quasiment. Voilà. Il y a eu un petit moment de désespoir après avoir recherché intensivement les éditeurs de non mais la prod, je la fais quand en fait? Et puis, il fallait aussi que je prenne des vacances, parce que pour que ce soit encore plus facile, j'ai un fils qui n'était pas très grand à l'époque. Il fallait que je passe du temps avec le week-end et les vacances. C'est un truc que je ne voulais pas laisser de côté non plus. Alors, ce que j'ai bien raté quand même, c'est les éditeurs. J'ai dû passer 14 entretiens ou un petit peu plus, j'ai eu du mal à tout compter. Et à chaque fois, c'était une raison différente de non. Alors, j'ai mis EGPG entre parenthèses, oui, c'est parce que comme c'était pendant le Covid, j'ai eu quelque part la chance que tout se passe en vidéo. Ça a évité que j'aille dans les salons, en plus à perdre du temps, etc. Donc ça, c'était le côté plutôt positif, en fait, du confinement. C'est un des seuls aspects positifs, mais... Et j'ai pu donc passer pas mal d'entretiens avec des éditeurs en visio. Et voilà, donc à chaque fois, la réponse était différente. Donc revenez quand vous savez faire un jeu. Micro Hits Indie, c'est eux qui sont venus vers moi. Je me dis super, chouette, c'est cool. Seulement, la personne qui est venue vers moi, elle adorait la DA du jeu. Mais il faut chez eux que les 8 personnes qui s'occupent de valider le projet, il faut que sur les 8 personnes, il y ait la moitié qui aiment la DA. Donc il fallait 4 personnes qui aiment la DA au minimum. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc finalement, Micro Indie a dit finalement, le jeu ne nous intéresse pas. Voilà, donc les entretiens étaient riches en informations, mais malheureusement n'aboutissaient pas. Et j'ai continué le jeu. Et après, il y a des éditeurs qui sont venus me voir, vers la fin en fait. Marple Whispering, pour éditer le PC en Chine. Pour éditer le jeu sur PC en Chine. Rainy Frog, pour éditer le jeu au Japon sur Nintendo, c'était très spécifique, et P-Cube. Et malheureusement, en fait, on était sur la fin du projet. J'étais fatiguée, j'avais beaucoup de travail, j'avais la release. Et traduire un jeu en chinois, alors c'était eux qui le faisaient, mais bon, malgré tout, il aurait fallu que je vérifie, que je vois avec eux, que je vois que le jeu fonctionne, que j'intègre. Pareil pour le japonais. Et puis, il fallait produire des assets. J'avais vu que pour faire de la com, l'éditeur ne fait pas tout. Il faut produire des assets, il faut produire des vidéos, il faut produire... Et voilà, c'était moi. C'était je peux plus. Voilà. Mais j'ai appris à me présenter, ça c'est le bon côté des choses. J'ai obtenu beaucoup de contacts, des conseils, parce que les éditeurs ne sont pas avares de conseils, même quand ils ne veulent pas vous éditer, c'est sympa. Et la distribution par plugin digital. Pour la petite histoire, quand je cherchais donc un éditeur, j'ai eu l'occasion de parler à Eddie Célestine, qui était chez Fundamentality Games. Et 1 an après, je le retrouve en directeur de la distribution chez Plugin Digital. Donc ça a peut-être joué aussi. J'avais eu un entretien avec lui, et puis on s'est retrouvés. Et puis voilà, Plugin Digital m'a proposé de distribuer le jeu. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais oui. Maintenant, je vais aborder les sujets sur lesquels je me suis bien pris la tête quand même. Le premier sujet, ça a été la taille du jeu, le nombre d'écrans. Je voulais un jeu qui fasse au minimum 3 heures de jeu. Comme j'étais toute seule, pas la possibilité de faire énormément d'écrans, mais en dessous de 3 heures de jeu, je me disais, les joueurs vont pas être contents, ils vont trouver que c'est trop petit. Bon, finalement, ça joue en 4 à 5 heures, parce que ce que moi je joue en 2h30, 3 heures, les joueurs le jouent en nettement plus longtemps. Donc ça s'est bien passé. Grosse question, portage Switch ou pas portage Switch? Ça, c'est Jérôme Allard de Pictanovo qui m'a dit, puisque tu bosses avec nous à Pictanovo, autant que tu fasses le portage Switch.
Moi j'étais là, un portage Switch, moi je sais pas faire, je connais pas. Bon, ça m'a appris plein de choses. C'est plutôt bien passé, c'est pas moi qui ai fait le portage, c'est Fabrice. Mais bon, quand même, mettre sur le store Nintendo, c'était bien galère. Mais finalement, contente d'avoir appris comment ça se passait. Le petit truc que j'ai à dire sur ça, c'est qu'au niveau marketing, tout le monde, oui, ceux que j'ai rencontrés du marketing disaient il faut faire la sortie Switch en même temps que la sortie PC. Parce que eux, ça les a arrangés. On fait la com en même temps pour tout le monde. Du coup, il n'y a pas besoin de refaire la com plus tard. Alors qu'en vrai, si ça avait été moi, j'aurais mis sur Switch plus tard et j'ai vu qu'il y avait des gros studios qui faisaient ça aussi. Ils sortent sur PC, ils font une sortie, et puis après, 6 mois plus tard, ils sortent sur Switch et ça refait de la pub finalement. Ça refait venir des joueurs. Donc bon, voilà, j'aurais pas forcément fait exactement comme ça, mais ça c'était très intéressant quand même. Au niveau des traductions, je me suis demandé quelle langue. J'ai opté pour l'américain et l'allemand, et finalement ça a été un bon choix. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'Amérique, vous avez énormément de joueurs, donc forcément c'est un jeu de niche, mais dans le tas, vous allez avoir pas mal de joueurs. Et puis les Allemands, ils adorent ce type de jeu. Donc qu'est-ce qui se passe au final ? Dans les ventes, il y a un tiers de ventes à peu près. Un tiers de ventes en France, un tiers de ventes aux États-Unis, un tiers de ventes en Allemagne. Donc ça, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de Français, pas beaucoup d'Allemands, ça s'est plutôt bien passé aussi. Bon, ça aurait été mieux plus de traduction, mais voilà. Ça a un prix. J'ai choisi aussi de mettre plutôt des sons pour les ambiances. Ça, c'était quelque chose de fort que je voulais dans le jeu. C'est plutôt mettre des sons que de la musique. Je voulais que ça apporte un autre type d'ambiance, d'immersion, plutôt qu'une musique qui fournit, entre guillemets, facilement des émotions. Alors, facilement, je dis pas pour celui qui fait, c'est difficile à faire. Mais une fois que ça apporte des émotions, tout le long, vous avez l'émotion qui est là. L'ambiance, bon, fallait à chaque écran faire une ambiance différente et j'aimais bien l'idée de l'immersion. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont trouvé ça nul. Bon. Et puis le dernier truc sur lequel je me suis pris la tête, c'est savoir faire du pixel perfect. Alors ça, c'est le petit côté développeur qui adore les vieux jeux. Les vieux jeux, c'était bien. Et quand on a des nouveaux jeux en pixel, quand le personnage est très loin, les pixels sont tout petits. Donc c'est pas adapté à l'écran, c'est pas pareil. Puis quand il est très près, on a des énormes pixels. Et c'est moche. Bon, du coup, j'ai choisi le pixel perfect. C'était pas forcément une bonne idée parce que sur Linux, ça marche pas. Donc c'est désactivé sur Linux et puis ça, j'aurais peut-être pas forcément dû le faire. Par contre, c'est beau sur Windows, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Les doublages. Les doublages par acteur, parce que c'était trop cher, trop compliqué, trouver des Américains, je savais pas faire. Bon, c'est souvent des joueurs français qui ont reproché qu'il n'y ait pas de doublage. Les Allemands s'en fichent complètement, je crois. Et puis les Américains, ça leur convient. C'est pas très très grave. Par contre, les Français m'ont pas mal reproché. Au début, pour le Kickstarter, j'avais pensé à faire des goodies, tout ça. Bon, pareil, abandonné, trop compliqué, trop cher, trop de temps. Et puis j'avais commencé un blog et c'est pareil, abandonné, pas assez de temps. Après tous ces efforts, comment dire, après avoir fait tout ça, je suis arrivée à une notoriété qui s'est plutôt bien passée. Alors bien sûr, le studio n'est pas connu internationalement, comme il y a un stagiaire quelqu'un qui me demandait un stage qui m'écrit « Bonjour, je voudrais postuler à votre studio connu internationalement. » J'ai bien rigolé. J'ai tout de suite effacé le mail. Donc le studio n'est pas connu internationalement. Par contre, bon, des fois il y a des gens qui connaissent le studio, je suis étonnée. Donc je me dis, ça s'est plutôt bien passé. Les ventes, bon là c'est le sujet qui fâche. C'est le sujet qui fait très très mal. Donc vous voyez en haut à droite, le mois dernier, pour un prix de 12,50 € du jeu à plein tarif, j'en suis à un peu plus de 2000 ventes
alors j'ai fait un tas de calculs, hein, je ne suis pas sûre exactement du résultat, mais pour à peu près 8 000 €, en ayant enlevé la part Steam, les impôts, les machins, enfin tout ce qui va bien. Avec la plupart des ventes sur Steam, pas mal en retail, mais du coup moins cher parce que plus soldé. Nintendo, bon, j'ai pas beaucoup fait beaucoup d'efforts sur Nintendo parce que je déteste leur plateforme de vente. Et j'avoue, j'ai pas trop bossé dessus. Et puis Itch.io, bon, peu de ventes aussi. Pour un nombre de reviews Steam en 2023, 49 reviews. Donc voilà, c'est au niveau de l'exposition, il y a eu un petit souci. Sinon, pour le reste, le financement, il y a eu Pictanovo, j'ai eu un prêt d'honneur IMN, j'ai pas eu de problème à avoir le prêt à la banque, j'ai mis mon apport perçu. Pour le financement, ça s'est bien passé. Ce qui s'est mal passé, on a vu, c'est l'éditeur, voilà, il n'y en a pas eu. La distribution par plugin digital, ça c'est un côté positif. Pas d'équipe, ça s'est passé sans équipe quand même, ça a été. Je fais un petit passage sur les ventes sur Steam. Alors pour info, ça se passe exactement comme prévu, comme tout ce qu'on voit sur Internet, hein. Vous avez les petits pics au moment des soldes. Vous avez à gauche la sortie, où là on vend. Donc à gauche c'est le combien j'ai vendu et à droite c'est le nombre de jeux vendus. Donc plus c'est soldé, vous avez un gros pic de vente là, mais en fait ça ne fait pas beaucoup d'argent parce que c'est très soldé. Donc voilà, ça vend pas mal à la sortie. Ceux qui étaient là avant, les joueurs qui attendaient le jeu, ils sont là le premier jour pour acheter. Et puis ça décroît très vite. Et puis à chaque solde, on a un petit pic de vente. Et puis sinon c'est le désert. Donc je reviens sur ce qui s'est pas très bien passé. Alors la relation presse, j'ai travaillé avec une agence de relations presse qui a fait super bien son travail, mais j'avais pas mis énormément d'argent. J'en avais mis pas mal, mais pas assez. Et surtout dans la relation presse, plus que dans le community building et la pub payante. Et en vrai, ça m'a fait des beaux articles dans la presse, mais pas de vente. Parce que c'est bien d'avoir des articles, justement pour la notoriété, c'est chouette, c'est beau, mais ça s'est pas traduit en vente. Pour le financement, eh bien, ce qui était moins bien, c'est que le financement public, en fait, c'est que 50% du financement, donc il faut apporter les 50% restants, et sans éditeur, c'est compliqué. Et puis l'estimation du temps, comme je vous l'ai dit, j'avais pas prévu la com, j'avais pas prévu les vidéos pour les events, j'avais pas prévu tout ce qui est interaction avec les joueurs, j'avais pas prévu la recherche d'éditeurs, où j'avais prévu tout ça, mais pas assez. Mais heureusement, en octobre 2021, le jeu est sorti. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Je suis allée jusqu'au bout du projet et le jeu est sorti. Et les reviews Steam sont plutôt sympas. 87%, je compare avec Gemini Rue, que probablement vous ne connaissez pas, mais c'est un jeu en pixel art, un point and click, et cyberpunk, exactement du même style et qui est beaucoup apprécié des joueurs de ce type de jeu et qui est à 88%. Donc en fait le problème c'est beaucoup l'exposition en fait. Le problème des ventes c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'exposition. J'ai des gens qui sont venus, je sais plus, il y a 3-4 mois, en disant « Ah, mais j'avais pas vu que moi j'adore ce style de jeu, c'est génial, je vais l'acheter, j'avais pas vu qu'il existait. » Et voilà, c'est un problème. C'est clairement un problème, c'est de faire connaître le jeu en fait. Ce qui s'est bien passé, donc, le studio s'est fait une petite place dans l'industrie et j'ai été très contente du fait que j'ai eu peu de bugs. J'ai eu peu de patchs. J'ai fait un patch Day One sur Nintendo et 2 patchs en tout PC Nintendo. Et ça, c'est plutôt sympa. Les gens se plaignent pas trop des bugs. Alors forcément, suivant l'écran, c'est difficile de tout faire super bien. Donc quand vous avez un écran extra large et tout ça, j'ai pas pu tout tester. Mais grosso modo, ça se passe bien. Et le studio existe toujours. Et je vais même pouvoir faire un nouveau prototype. Parce que même si j'ai pas fait les 5000 ventes du début, j'avais dit je me poserais la question si je continue ou pas. J'ai décidé de continuer apparemment. Et pour les petits plus qui font plaisir, les choses qui se passent bien quand même, parce que là je vous ai parlé de plein de choses qui se passaient pas super bien.
Mais les petits plus, c'est quand on a des articles sympas, effectivement. J'ai eu une review dans Rock Paper Shotgun d'une personne qui adorait, qui a vraiment bien aimé le jeu. Et un petit tweet à Raw Fury que j'ai vu passer où quelqu'un de Raw Fury demandait c'est quoi les studios intéressants en ce moment? Réponse 2054, Wadjet Games, sympa, parce qu'il demandait sur les point and click rétro justement. Donc d'être cité dans le même tweet que Wadjet Games, qui est c'est un studio qui produit des jeux point and click d'aventure en pixel art rétro, c'est plutôt très sympathique. Ils sont connus dans le métier, donc il y a des petits plaisirs de temps en temps, heureusement. Donc si c'était à refaire, je ne changerais pas tant de choses que ça sur tout ce qui est technique. J'ai noté, merci Laurent de m'avoir incité à faire le post-mortem ce soir, que faire un post-mortem c'était génial. Parce qu'en fait, on sait ce qui s'est pas bien passé, on sait vaguement ce qui s'est bien passé, on a une idée. Moi, je me dis, il y a ça, voilà. Mais par contre, en faire l'analyse, en faire la rétrospective, mettre le doigt sur où est-ce que il faut plus faire ça, il faut changer ça, voilà, c'est vraiment super bien. C'est un bon exercice et qui va me servir pour le prochain jeu. Ce que je ferai aussi, c'est que j'ai toujours eu l'habitude de multiplier les temps par 2 en tant que chef de projet. Peut-être les multiplier par 3, ça peut être sympa aussi. 2,5. On va faire un effort. Voilà. Prendre des vacances. Mais des vraies vacances. De temps en temps, des vraies vacances où on se pose vraiment. Ça, c'est une bonne idée. J'essaierai de moins sous-estimer la partie marketing et de trouver quelqu'un pour faire la com. Bon, c'est ce que je voulais dès le début, mais voilà, j'y mettrai plus d'énergie. Et enfin, ça c'est quelque chose que Laurent m'avait dit aussi, c'était de prévoir la pré-sortie. En vrai, j'étais tellement fatiguée que je ne l'ai pas vraiment très prévu, mais je savais qu'il fallait que je le fasse, mais voilà. Ça, si c'était à refaire, je prendrais quelques jours vraiment pour me poser et pour prévoir ce qui va se passer après. Et ce qui va se passer après, alors qu'est-ce qui s'est passé après The Sundew ? Il y a eu quand même une période d'épuisement. Je dirais pas burn-out, pas vraiment burn-out, mais après 2 mois de travail très très intensif après la release, fallait que je respire, que je pense à autre chose. Donc j'ai commencé un prototype, après j'ai recommencé un autre prototype tranquillement. J'ai travaillé chez Ankama pendant 6 mois. Actuellement, je travaille à temps partiel chez Ludogramme. Et à côté de ça, j'ai obtenu une subvention du CNC pour faire un nouveau prototype de jeu. Donc voilà, la suite, c'est un jeu qui, pour l'instant, a pour titre Almagat. Ça changera probablement, sûrement, je n'en sais rien. Et qui est un point and click, toujours point and click, jeu d'aventure, j'adore ça, qui se déroule dans des pages de BD. Et par contre, qui ne sera plus en pixel art, mais en dessin classique, un peu plus style BD franco-belge. Et enfin, j'avais envie de mettre une petite phrase pour ceux qui voudraient se lancer dans le jeu indé, les étudiants par exemple. C'est que si ça vous plaît, faites-le. J'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait là, même si ça a été compliqué, même si les ventes ne sont pas au rendez-vous, aucun regret, et avoir peur, ça ne mène à rien. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, ne le regrettez pas plus tard et faites-le. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Agnès. C'est moi. Merci. Non, c'était très chouette. Puis tant mieux s'il y a des conseils qui ont abouti et qui avaient du sens. On va pouvoir prendre quelques questions. Du coup, est-ce que quelqu'un... Je vois une première main qui se lève spontanément. J'y vais. Merci. Salut et merci pour le post-mortem. Bonsoir. Par curiosité, en fait, parce que tu parles de la collaboration avec Plugin, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi vraiment, en fait, parce que tu n'as pas eu d'éditeur, donc ouais. Voilà. Oui, en fait, ils font la distribution. Chez Plugin, il y a soit l'édition, soit la distribution. Donc ils font juste la distribution, c'est-à-dire qu'ils mettent sur des stores.
Ils mettent le jeu sur des stores pour les vendre. Ils s'occupent de la vente sur ces stores, que moi je n'ai pas fait. En fait, je fais la vente sur Steam et sur Switch, et eux font la vente sur d'autres stores. D'accord, donc ils font pas du tout de marketing. Pas d'édition. Non. Du coup, marketing, ce serait le côté éditeur. Ouais, ok, ouais, non, c'est pour ça. C'est vraiment la distribution. Ouais. Ouais. Ok, merci. Moi, je vais faire écho, c'est ce que nous racontait Jimmy il y a 3 semaines, c'est effectivement, il y a vraiment 2 aspects. En fait, Plugin a travaillé sur la partie distri, parce que bon, le côté distri, on peut faire la distinction, c'est toute la connaissance très fine de tous ces petits canaux et de tous ces petits shops dont on n'a pas connaissance et qui peuvent permettre de faire du volume au final. Est-ce que j'ai une question tout de suite? Oui. Bonjour, mais qui es-tu? Merci Laurent. Salut, merci pour le post-mortem, c'était cool. Je voulais savoir si tu avais contacté des streamers spécialisés dans ce type de jeu de niche qui pourraient du coup être amenés à vraiment apprécier le jeu et en parler plus. Non, alors les streamers, c'est compliqué. Parce que c'est genre, en termes de communication, c'est ce qui marche le mieux. En fait, c'est Player2 qui devait faire la communication, donc ils ont eu des contacts avec des streamers, mais je pense pas forcément spécialisés. Et moi, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper, donc non, j'ai pas contacté de streamers spécialisés. Ok, merci. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une question. Pourquoi le choix de distribuer chez les Allemands? Parce qu'ils sont fans de jeux rétro, tu disais, mais comme les Américains ou... Ils sont vraiment fans de point and click, jeux d'aventure point and click. Okay, c'est le côté point and click qui est... Oui, c'est le côté point and click. En fait, c'est le pays où vraiment les gens adorent jouer à ça. Ok, merci. Oui, par là. Ils aiment les jeux de simulation aussi. Hein. C'est un peu le même... Pardon. Alors, encore merci pour la présentation. Petite question sur la release. C'est quoi le travail que tu as à faire pendant la release, le mois avant et après, à part les bugs, parce que tu as dit qu'il n'y en avait pas beaucoup? Alors, juste avant la release, là pour le coup, ça a été finir le jeu en catastrophe. Parce que c'est pas moi qui ai annoncé la date, c'est Player2. Et ils m'ont dit ouais, il faudrait le sortir là parce qu'après c'est Noël, il y a machin. Donc voilà, le gros travail c'était finir le jeu en catastrophe. Théoriquement, c'est pas forcé de se passer comme ça. Et puis après la release, corriger les bugs, ça prend quand même du temps hein, parce que faire les patchs, voilà. Et puis suivre aussi, il faut répondre aux joueurs. Les joueurs demandent, il y a beaucoup de contacts joueurs en fait. Ça prend beaucoup de temps. Ils posent des questions, parce que des fois ils croient que c'est un bug, c'est pas un bug, donc voilà. Sur Steam, il y a eu pas mal de questions. Merci. Est-ce qu'on a une autre question pour Agnès? Parce que dans l'intervalle, moi je voulais juste marquer un truc. Agnès, est-ce que tu peux juste nous dire le nom du logiciel sur lequel tu as fait tous les artworks du jeu, s'il te plaît? Tu veux vraiment savoir? Oui, je veux que tu le dises à tout le monde. Sur quoi tu as fait les artworks du jeu, Agnès? Sur GIMP. Sur GIMP. Voilà. Je suis dev à la base. Hein. Oui, t'es dev à la base, je sais. Mais c'est justement pour ça. Oh non, voilà, parce que bon, c'est une opinion très personnelle que je partage, mais la première chose que je me suis dit en voyant le jeu, on foutra pas, c'était putain, c'est beau. Et voilà, certaines personnes qui me connaissent un peu sauront à quel point j'aime le pixel art. Donc dans mon cœur s'est un peu brisé quand tu as dit que Amalgate ne serait pas en pixel art, mais c'est pas grave, je trouve ça très bien quand même. Mais oui, non, je trouve que c'était suffisamment important parce qu'il y avait un peu un double effet qui se coule quand on présentait, c'est, bah oui, tu sais Agnès, c'est le One Woman Studio, oui, qui fait tous ses artworks sous GIMP. Ah, voilà, donc c'était quand même un truc important, t'avais un palier de respect qui explosait, tu sais, au niveau des pledges, c'était important. Est-ce que j'ai d'autres questions pour Agnès ce soir? Donc on y est. Oui. Une question de la petite Sophie de Roubaix. Merci. C'est une question de Manon, du coup. Donc tu parlais que tu avais pris un community manager qui était à l'autre bout du monde et que tu avais eu des problèmes de communication parce que du coup, forcément, il y avait les décalages horaires. Pourquoi tu avais pris justement ce community manager loin de la France? En fait, tout simplement parce que c'est le community manager de Player2. Et bon, finalement, ils étaient quand même très investis, donc voilà, ça se passait très bien. Je pense qu'il a fait un peu plus de travail pour moi que ce que je le payais, donc
Voilà pourquoi c'est tombé comme ça. Merci. Merci. Oui. Ah. Merci Agnès pour le post-mortem. Du coup, en termes de RevShare, finalement, tu t'en es sorti comment parce que comme tu as engagé justement des community managers, des distributeurs, etc., au final, sur les 100% bruts Excuse-moi, de Steam... j'entends pas tout. Ah, pardon. En termes de RevShare... RevShare. Ouais, comme français, revenu share, enfin le partage des revenus. Ouais. Donc tu as forcément les 100% bruts de Steam, et au final, toi, tu touches, tu as fini par toucher combien à peu près en moyenne sur toutes tes ventes? Sur les ventes? Ouais. En vrai, alors sur la distribution de plugins digital, ils doivent prendre 20%. Ils prennent 20% sur ce qu'ils distribuent. Et après, Pictanovo, ça aurait été 20% si j'avais fait pas mal de ventes. Mais ils sont gentils. Ils sont gentils. Pour 500 €, ils s'en foutent, je sais pas. Non. Ça faudra couper dans la vidéo. Ça marche. Est-ce que j'ai une autre question pour Agnès concernant le post-mortem? Bon, on va te laisser pouvoir en discuter et accueillir toutes les questions que tout le monde n'a pas osé poser directement en public, et puis te poser. Moi, je te remercie infiniment d'avoir pris la peine de faire ce travail-là. Si ça t'a été utile, c'est très cool. Oui, je suis très content de l'avoir fait. Mais voilà, c'est très chouette. En plus, voilà, je sais que c'est pas forcément ton réflexe premier de faire ce genre d'exercice-là. Donc, c'était très cool. Je pense que tu as mis le doigt sur des choses très chouettes. Et puis, voilà, moi, je suis hyper content et je te dis un grand merde pour le prochain proto, et puis que tu t'épanouisses là où tu es actuellement. Du coup, voilà. Bravo Agnès, merci beaucoup.